Votre enfant éprouve-t-il des difficultés à l'école? Si oui, les services offerts par notre prochain invité et son personnel spécialisé dans ces cliniques de Laval et de Montréal peuvent peut-être vous intéresser. Des cliniques Déclic, sa directrice générale, Kathleen Désir, je l'ai bien dit, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci. Étant moi-même un enfant dyslexique devenu adulte, je connais ce que ça peut être que d'avoir des problèmes déjà à l'école. Vous venez avec vos cliniques, justement, aider les enfants qui ont des difficultés scolaires, c'est surtout ça? Tout à fait. En fait, on aide les enfants, oui, au niveau scolaire, mais aussi en petite enfance, donc du 0 à 12 ans. Pour la petite enfance, notre équipe est mobile. On se déplace dans les milieux de garde, puis on travaille avec eux. Et pour le niveau scolaire, donc, les familles viennent en clinique, puis ils ont accès à une panoplie de professionnels en santé et en éducation. C'est quoi l'histoire de Déclic? C'est venu comment? Comment avez-vous trouvé votre niche, justement? Mais en fait, j'ai fait des études en psychologie. J'ai par la suite fait ma maîtrise en psychopédagogie et j'ai travaillé en petite enfance, en garderie. Et quand j'étais éducatrice, j'ai intégré dans mon groupe un enfant qui avait la spina bifida, donc qui avait des retards moteurs importants. Et je suis tombée en amour avec le processus d'intégration. Un enfant différent dans un groupe régulier. Je me suis dit que ce serait donc bien le fun d'avoir des ressources qui font ça, qui aident à intégrer les enfants qui ont des défis dans des milieux de vie réguliers. Puis de fil en aiguille, bien, Déclic a grandi. Au début, c'était vraiment petite enfance. Et maintenant, on a développé un réseau de cliniques où est-ce que les familles peuvent y venir et avoir accès à notre équipe. Quand vous dites clientèle, c'est 6-12 ans, donc c'est tout le primaire, c'est C'est ça? vraiment 0-12 ans. Donc, petite enfance, donc à partir de 2 ans et demi, quand on commence à dire, il me semble que mon enfant, Ouais, au niveau de c'est son ça. langage, il y a quelque chose, OK. je ne suis pas certain, je me questionne. Et puis quand on va, si le parent, dans le fond, il va au public, il risque d'attendre peut-être 2 ans, 3 ans avant d'avoir accès à un Et là, il est orthophoniste. trop tard à ce moment-là. Souvent, le retard accumulé, on le voit. Bien, moi, je dis S'il n'y a toujours, pas eu d'intervention avant, c'est vrai que débuter plus tôt, ça aide. Je dis toujours qu'il n'est jamais trop tard. L'important, c'est d'intervenir, puis on va prendre l'enfant là où il est rendu. C'est sûr que ce serait génial si on travaillait à partir de 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, mais la réalité est que ce n'est pas toujours le cas. Donc, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il n'est pas trop tard. on intervient en quoi? Ça dépend. On va intervenir peu importe là où l'enfant est rendu. Donc, on peut travailler auprès des enfants qui ont des difficultés au niveau du langage. On peut aussi travailler auprès des enfants qui, plus tard, vont avoir des défis au niveau de l'écriture, la lecture, les mathématiques, le raisonnement. On a des enfants qui ont des défis moteurs, donc on a des ergothérapeutes dans notre équipe. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche le développement de l'enfant, que ce soit au niveau de sa santé ou au niveau de son éducation. Vous êtes même une diététiste, donc on passe aussi à travers la nourriture pour le développement de l'enfant? Bien, en fait, dans notre équipe, on peut faire appel à des nutritionnistes pour des enfants qui, par exemple, vont avoir des sensibilités sensorielles, qui vont dire, moi, toutes les textures. Un parent qui dit, mon enfant, il a 2 ans, puis c'est encore rien. difficile, il mange rien, il y a des réticences. Donc oui, les nutritionnistes vont pouvoir intervenir à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on vous voit intervenir à l'école? Est-ce que vous êtes complémentaire ou un peu, est-ce que ça les dérange de vous voir arriver? Bien, en fait, on est complémentaire au réseau public. Donc, le public, souvent, va référer aux parents d'aller vers des ressources comme Déclic pour pallier au manque qu'il peut avoir dans les écoles ou encore en milieu de garde. Dans les écoles, certaines écoles vont avoir l'ouverture à nous recevoir. On va venir pour une rencontre, épauler le professeur, orienter le parent, faire une évaluation. Par contre, on ne pourra pas accompagner l'enfant de manière régulière parce que les écoles ont déjà leurs ressources. Donc, on fait appel aux ressources que les écoles ont, les commissions scolaires ont. Ou sinon, on va pallier, on va travailler avec eux. Donc, le parent va venir en clinique l'après-midi. On écrit une note au professeur. Le lendemain, l'enfant retourne à l'école. Donc, il y a vraiment une complémentarité qui se fait à ce niveau-là. Et vous intervenez, donc, vous l'avez dit, directement sur place, Oui. donc soit dans les milieux de garde ou les écoles primaires. Oui. Les problématiques qui reviennent le plus souvent, c'est quoi? Le langage. Le langage? Puis je vous dirais, le plus gros, c'est un enfant de 3 ans et demi qui fréquente un milieu de garde. Le parent dit, mon enfant a un retard de langage et je veux intervenir avant qu'il aille à l'école. Le parent va donc voir son médecin. Le médecin dit, bien, on va te mettre sur une liste d'attente et c'est long, c'est long. Déclic, on peut se déplacer dans le milieu de garde et il y a une allocation gouvernementale qui couvre nos services. OK. Donc, en milieu de garde, on travaille avec l'enfant 2 fois par semaine, on stimule son langage, son développement régulier et il n'y a pas un sou à dépenser aux parents. C'est couvert par le gouvernement. Le parent est... Donc, c'est pas une clinique privée en tant que telle. On est une entreprise sociale. Donc, on est une entreprise sous mode privé, on est incorporé, mais on fait appel à certaines subventions en milieu de garde pour la petite enfance. Est-ce qu'il y a plus de difficultés auprès des jeunes garçons que des jeunes filles?
Malheureusement, oui. On Pourquoi, dénote. justement? C'est une très bonne question. C'est une affaire de chromosomes. Vraiment? Mais en fait, je pense que ça dépend. Il peut y avoir des raisons génétiques. Il peut aussi avoir des raisons que, personnellement, là, c'est un avis personnel, au niveau de l'éducation puis notre système d'éducation. Je pense qu'on a un système qui est malheureusement pas entièrement adapté aux garçons. On les laisse pas sortir souvent dans la cour et s'ils font, ils sont... En fait, ils doivent bouger le moins possible. C'est pour ça qu'à Laval, nous, on a fait une salle de motricité avec un mur d'escalade, des trampolines, parce qu'on croit beaucoup au sport-études. L'aide aux devoirs, c'est bien d'avoir un tuteur qui accompagne. Mais quand tu reviens de l'école, tu vas te dépenser dans le gymnase, puis après ça, tu fais ton accompagnement, les résultats sont différents. Question à 100 piastres. Qu'est-ce que l'on devrait ajouter et retirer de la vie des enfants pour les aider à l'école ou dans leur développement? Ajouter ou enlever? J'ajouterais un regard authentique. Il n'y a pas un enfant qui est similaire. Puis chez nous, on prend l'enfant là où il est et avec ses forces. Donc, j'ajouterais un regard authentique auprès de l'enfant. Ne pas le faire rentrer dans le système, mais adapter le système à lui. Les cliniques Déclic, il y en a 2. Intervention éducative, celle de Laval, 351 boulevard Samson à Laval, déclic.com pour tous les détails. Ou sinon, 514-593-9993, c'est le numéro général des cliniques Déclic. Alors, 593-9993 dans le 514. Kathleen, merci infiniment. Merci, monsieur. Merci d'être là. J'ai le goût de vous dire, ne nous lâchez pas. Merci. On va enlever le cadenas. C'est bon? On est l'équipe des médications très fiers de présenter à la Fondation Martin et Matt un beau chèque de 47 000 $. Notre compère avec la boîte de CD, ça a été le coup de pied qui nous a dit OK, ben là, on va aller de l'avant avec un projet de canal de pied. Puis c'était un rassembleur pour la section des contactés. Et en plus, on aide une cause humanitaire, une belle cause, une belle fondation. C'est un peu l'objectif de l'année, c'est de ramasser, surpasser le 300 000 gain total. On est bien fiers, on l'a pas eu. À chaque année, ben, pas à chaque année, mais depuis 3 ans, depuis même 4 ans, on a des nouveaux chiens qui arrivent dans la section. Donc, cette année, on a un nouveau chien qui est assigné à Éric Dubé, qui a perdu Narco l'année passée. Son nom, c'est Griff. Ça fait 2 semaines qu'on l'a. C'est un jeune chien. Vous allez voir, il est super excité, aucun contrôle. Mais on va travailler là-dessus. Là, je viens de le voir passer en courant comme ça. Fait qu'on va travailler là-dessus. Donc, les gens qui sont un petit peu, exposés là, avec les chiens, ben, peut-être de rester assis, gardez vos mains à l'intérieur du véhicule. Fait qu'on peut demander à Eric de venir. Selon les plus récents chiffres publiés, une personne sur 96 au Canada a un trouble du spectre de l'autisme. Et incroyable mais vrai, ce chiffre double à tous les 4 ans depuis les 10 dernières années. Pour nous parler du mois de l'autisme, nous avons le plaisir de recevoir le directeur général de la Société de l'autisme et TED de Laval, Germain Lafrenière. Bonjour Germain, vous allez bien? Oui, bonjour, merci. C'est quoi l'histoire de votre organisme et quelle est sa mission justement? En fait, notre organisme existe depuis 21 ans. Et à Laval, c'est parti avec 4 familles. Et aujourd'hui, on dessert plus de 600 personnes et de 3 ans, aller jusqu'à l'âge vieillissant, parce que les personnes autistes sont aussi vieillissantes. C'est vrai. Il faut s'en préoccuper. Et on a même une ferme biologique
ici à Laval pour aider les personnes adultes à travailler, à développer des compétences. Parce que l'autisme, vous savez, c'est pas une maladie, c'est un handicap. C'est un trouble, on le Oui, dit. et on vient au monde avec ça. Donc, qu'est-ce qui peut améliorer le fonctionnement de ces personnes-là? C'est de développer de l'autonomie, soit au niveau d'un travail, soit au niveau d'une activité de loisir ou d'une activité qui est stimulante pour eux autres. Parce que dépendamment je dirais, de la gravité des troubles de l'autisme, on peut avoir soit une vie normale ou complètement différente. Tout à fait. Mais vous savez, c'est la personne avant tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir avant tout? C'est la personne qui a une différence avec nous. Mais ça reste un enfant, ça reste le frère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, ça reste le père de quelqu'un. Et ça, il ne faut jamais oublier ça dans notre relation avec ces personnes-là. C'est ce qu'ils sont avant tout, une personne dans notre société et qui ont une différence. Je l'ai dit, tous les 4 ans, depuis les 10 dernières années, les chiffres doublent. Ça doit mettre une pression absolument incroyable sur votre organisme. Oui, parce que vous savez, on est subventionné en partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres montants ou le financement, c'est avec des levées de fonds, les gens du privé, mais on ne peut pas répondre à l'ensemble de la demande, parce que juste à Laval, vous savez, on a un camp d'été. Un camp d'été qui offre 9 volets différents. Et on a 150 personnes qui y viennent. Il y a toujours une liste d'attente de 40, 20, 30, 40 personnes qui aimeraient venir à cette activité-là, mais les parents ont une limite de ça coûte pouvoir cher finaliser. aussi. Oui, tout à fait. Les gens participent au tiers à peu près. Les familles participent au tiers. Et c'est très dispendieux. Et quand vous avez un handicap sérieux, c'est l'encadrement 1 pour 1. Donc, vous voyez immédiatement, avec le nombre, c'est quelque chose de très dispendieux. Recevoir un diagnostic d'autisme avec son enfant, ça fait quoi dans la vie de quelqu'un? Ça change la vie, parce qu'on est rarement préparé à recevoir ce cadeau. Et il faut que la famille en entier puisse... Là, vous avez appelé ça un cadeau. Oui, c'est un cadeau qui nous est donné, parce que les personnes autistes nous apprennent beaucoup. Comme? Ah non, ça fait 20 ans, 21 ans, c'est moi qui ai fondé ça à Laval. Et ils m'amènent énormément de choses. C'est des gens qui ont beaucoup d'affinités au niveau des arts. C'est des gens aussi qui, au niveau de la vie, notre vie à nous, ralentissent la vie et nous montrent une façon différente de l'aborder. Et c'est à nous d'observer et d'en prendre une partie pour nous-mêmes. Non, c'est plus que l'autisme, mais c'est aussi le TED, donc le trouble envahissant du développement. C'est une clientèle encore plus difficile, celle-là, n'est-ce pas? Bien, c'est un ensemble d'une clientèle. Juste pour vous donner une idée, avant, on disait toujours que le 3/4 des personnes autistes avaient une déficience intellectuelle. Et aujourd'hui, c'est le quart. Donc, les études, la recherche scientifique qui est assez poussée maintenant. poussée, ouais. mais qui n'est pas toujours diffusée, malheureusement, en français. Et c'est le rôle de TED Sans frontières, mon autre organisme international, c'est de promouvoir justement et de rendre accessible aux personnes tous les développements qui peuvent se faire par rapport à l'autisme. Et c'est pour ça qu'on a un mois de l'autisme. C'est pour sensibiliser la population, ouvrir des nouveaux horizons et aider les gens à comprendre. Le mois de l'autisme, c'est le mois d'avril. En bleu, pourquoi le bleu? Ah, bleu, parce que c'est une couleur qui va très bien aux personnes autistes. C'est un bleu, si on peut dire, au niveau de l'intelligence, parce que souvent les gens trouvaient qu'une personne autiste n'était pas intelligente. Ils ont leurs propres intelligences au point de départ. Donc, le bleu, c'est pour nous faire penser à ces personnes-là. Ici, à Laval, il y aura des édifices publics qui vont être illuminés en bleu. Il y a plus de gars que de filles? Actuellement, oui, mais ça se rétrécit. Pourquoi? Parce que le diagnostic qui est posé Et plus précis. est plus précis. Et avant, on avait un diagnostic qui était basé sur des données pour les garçons qu'on appliquait aux filles. Et là, maintenant, la tendance change un peu. Je ne vous dis pas que c'est égal, mais il y a un peu plus de jeunes filles maintenant. Alors, on peut avoir tous les détails, justement, du mois de l'autisme, parce qu'on ne fera pas la nomenclature de toutes Oui. les activités. On peut les trouver, cependant, très facilement, parce que le dépliant est en ligne sur votre site Internet, qui est autismelaval.org. C'est bien ça, Tout M. à fait. Lafrenière. Alors, Autisme Laval, c'est situé au 2285 avenue Francis Hugues, suite 200. Et si jamais on veut prendre contact avec ces gens, tout petit bureau. Vous êtes combien de personnes, Autisme Laval? On est 4 personnes dans le bureau, mais il y a 20 employés à temps plein et 150 à peu près à temps partiel. Donc, vous avez des ressources. 450-663-5551. 450-663-5551.
J'espère vous revoir ici dans nos studios pour continuer à parler justement d'autisme. Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie de votre invitation. Merci, M. Lafrenière. Bonne médecine. Aujourd'hui, j'espère amener le soleil dans votre salon en vous parlant de la percussion africaine. Les percussions africaines sont l'essence même de la musique africaine, tout comme la danse et le rythme. Depuis le tout début, la musique africaine est transmise oralement du griot, ça c'est comme le maître, aux élèves sans partition écrite. Impressionnant, hein? Les percussions africaines sont métaphoriquement une affaire de communication. C'est comme si les tambours se parlent entre eux. Les percussionnistes forment une collectivité chaleureuse où on sent une émotion enivrante et festive. Je vais de ce pas rencontrer Robert Dethière, directeur de l'école de percussion Jam Experience à Laval. Mon but est de découvrir l'univers africain et d'en apprendre davantage sur cette activité où la main guide la mélodie. Bonjour Robert, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Le monde de la percussion est assez vaste. Nous, aujourd'hui, on va s'attarder à la percussion africaine. Peux-tu m'expliquer ses caractéristiques? Bien, la première affaire, c'est que c'est une percussion, il faut qu'elle vienne de l'Afrique. Hein? Et puis, pour savoir si ça vient d'Afrique, on a juste à regarder l'instrument. Les instruments qui viennent d'Afrique, ce sont des instruments qui sont en bois, qui sont en cordes et en peau. Souvent, on va voir des instruments avec du métal. Et quand on voit du métal, ça veut dire que ça ne vient pas d'Afrique. Ça vient soit des îles, Cuba, ou bien, peu importe. Alors, pour être sûr que ça vient de l'Afrique, bien, il faut qu'il y ait ces trois caractéristiques-là. La peau, la corde et le bois. Puis la peau, c'est de quel animal? Ça dépend des djembés. Parce que là, les instruments qu'on joue, ça s'appelle des djembés. Donc, normalement, c'est la chèvre. C'est l'instrument qu'on prend le plus souvent. Mais des fois, il y a des gens qui vont jouer avec une peau de veau. Intéressant. Est-ce qu'on dépense beaucoup d'énergie lorsqu'on joue du djembé? Oui, surtout le haut du corps, je te dirais. Parce que le bas ne travaille pas tellement fort, parce qu'on est assis ou on peut être debout. Mais le haut du corps, les bras ici, les épaules, on travaille très, très fort. Donc, c'est pour ça que si on regarde les Africains qui jouent du djembé, on va voir qu'ils sont très, très musclés parce que c'est très physique en quelque part. Fait que ça développe les biceps. Oui, pas que ça, les épaules puis tout. Quelqu'un qui s'inscrit à un cours de percussion vient chercher quoi, tu dirais? Je pense que la première chose, c'est, tantôt on parlait, d'aller chercher c'est d'aller chercher l'état d'esprit d'un groupe. On est dans un air solitaire, on est dans un air d'iPhone puis d'ordinateur, puis tout le monde est tout seul. Quand on joue de la percussion, on ne peut pas jouer tout seul. Il faut jouer avec plusieurs personnes. Donc, c'est ça, les gens ont besoin de se réunir, les gens ont besoin de rencontrer des gens et puis de voir d'autres personnes. Et je pense que la première affaire, c'est ça. Les gens veulent rencontrer des gens. Les gens veulent voyager aussi. Et puis, c'est une façon de voyager pas cher. et puis, évidemment, faire de la musique. C'est l'essentiel, oui. Ben, t'as piqué ma curiosité. J'aurais le goût d'essayer quelques rythmes. Je vais te donner comme une initiation au cours, OK? Donc, on va prendre le djembé, puis on va le mettre entre les jambes, puis on va l'avancer un petit peu par en avant, comme ça, puis on le tient, comme si on faisait de l'équitation. Après ça, on va prendre notre main droite, puis on va aller jouer dans le centre, puis on va faire... C'est ça. Cette position-là, ça s'appelle la basse. OK. Donc, 1, 2, 3, 4... Ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et la deuxième position, ça s'appelle le ton.
En anglais, on peut l'appeler open tone. En français, ça s'appelle le ton. Mais pour les percussionnistes, souvent, on va appeler ça le pi. Parce qu'on a comme... quand on parle entre nous autres, on ne peut pas dire, OK, la basse, 3 coups de ton, une claque, bon. Alors, on va faire pou, pi, pa. C'est une façon de communiquer puis de simplifier, si tu veux, la façon de parler. OK. Donc, mais là, pour l'instant, on va rester avec le vrai terme, qui est le ton. Le ton. Alors, on met notre main comme ça, on va fermer les doigts. On a comme un petit coussin ici, on va appuyer le coussin ici et on laisse résonner le djembé. Ça marche pas. On recommence, on va l'avoir. Attention. Oui. C'est ça. Je vais compter jusqu'à 4, mais on va donner un coup ensemble. OK. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Alors ça, c'était le ton. La troisième position, c'est la position la plus difficile. Ça s'appelle la claque. La claque. La OK. claque, OK? Donc, pour avoir la claque, ou bien en anglais, le slap, on va prendre nos mains, mais on va comme ça, et on va distancer un petit peu nos doigts. OK. OK? De façon que quand on va donner le coup sur le tambour, le djembé, on va comme le fouetter. Et ça va faire... Écoutez bien la différence entre le ton et la claque. C'est plus aigu, on Oui, dirait. c'est comme c'est une claque. Donc, Ouais. ça fait claque. Ouais. Alors, c'est ça qu'il faut aller chercher, ce son-là. Pour aller chercher ce son-là, il faut vraiment que ta main soit, comment je pourrais dire, un petit peu Molle. comme molle. Exactement. Puis c'est comme si tu donnais une claque, puis tu allais tuer une mouche qui serait là, mettons. Encore plus mou que ça. C'est ça. OK? Ouh, ça fait un petit peu mal aux mains. Oui, bien, l'idée là-dedans, c'est pour sentir si on l'a eu, on est supposé avoir des petits fourmis, comme des une vibration Ouais. au bout des doigts, comme si on avait des fourmis. Quand on a des fourmis au bout des doigts, c'est parce qu'on a eu la claque comme il faut. OK. Main gauche, même chose. Même ça, Donc, main droite, et toi, j'avais commencé. c'est pas grave. Là, je suis gauchère. On voit ici les coussins, on va aller Ouais. appuyer les coussins ici, on va ouvrir les doigts un petit peu, et là, on va faire... On va essayer de le faire ensemble. 1, 2, 3, 4. Bravo! Yeah. Fait que là, on a comme nos 3 tons, OK. si tu veux, nos 3 sons de base. OK? Alors là, si on veut faire un rythme ensemble, on peut faire, mettons, il y a un rythme qui est très facile, ça s'appelle le coucou. Coucou. OK? C'est un rythme qu'on entend souvent dans les musiques commerciales. OK. OK? Donc, le coucou ferait ça de même. OK? OK. Fait que je le fais une fois, tu répètes après moi. Pou. C'est ça. Puis la base, on n'est pas supposé de jouer fort. On fait juste comme... Ah, OK. Pa. On dirait que le dernier, j'ai de la C'est misère. parce que tu le retiens. OK. On n'est pas supposé de se retenir. Donc, OK. donc ça fait... Pou. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble, on va le partir ensemble. Je vais compter 1, 2, 3, 4, puis on va jouer ensemble. OK. 1, 2, 3, 4. Mais merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Histoire, poésie, musicalité vocale, rythme, répétition rythmique, transe, bonheur, endurance, énergie. C'est ce que vous allez vivre si vous vous inscrivez à un cours de percussion africaine. En tout cas, moi, je vais aller m'inscrire tout de suite. Fait que salut!
Pour une 4e année, Métro et sa filiale Super C donnent 1 000 $ à 1000 écoles du Québec pour promouvoir le programme Croc Santé. Pour nous parler du volet de Laval, nous avons le plaisir de recevoir Geneviève Grégoire, qui est justement conseillère en communication de Métro, et Amel Chiari, qui est elle-même technicienne, j'ai dit Chiari, hein, c'est Chiali, excusez-moi, technicienne en service de garde à l'école J-Jean-Joubert. En ce moment, ça a lieu, le programme Croc Santé? Oui, ça a lieu. C'est la 4e édition qui se termine, ma foi, demain. OK. Les inscriptions seront complétées. Donc, on est dans le bilan. Exactement, on est dans le bilan. Toutefois, ça ne veut pas dire que les projets sont tous terminés. Plusieurs vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année scolaire. Je pense que c'est le cas aussi chez vous. Il vous en reste un peu avant de continuer. C'est sûr que le mois de mars, c'est le mois où on fait le plus de projets pour tout ce qui est alimentation, santé et saine habitude de vie. Mais on est dans le projet et on sera dans le projet jusqu'à la fin de l'année normalement. Donc, quand même, la somme qui est accordée assez importante et ça nous aide énormément. Donc, on est en plein dedans, plein gaz, comme on dit. Qu'est-ce que vous avez eu comme projet, justement, à votre école? Alors, pour ce qui est de notre école, c'était le projet Tradition en santé. Donc, on revient un peu à la source, la simplicité, tout ce qui est fruits et légumes, pas trop nécessairement cuisinés ou décorés ou découpés par un ustensile spécial. On y va par la simplicité. Donc, les enfants vont aller choisir ce qu'ils aiment, mais aussi on glisse une touche de tradition. On va communiquer aussi avec les parents, les éducateurs, le membre du personnel. Et tout ce qui nous rapporte comme idée de tradition, c'est sûr qu'au Québec, on a aussi le sirop d'érable qui vient tout de suite nous en ce moment en plus. Exactement, mais il existe aussi plusieurs autres traditions. Donc, il y a aussi tout ce qui est fines herbes et des choses comme ça qu'on rajoute. Donc, petit à petit, délicatement, discrètement, dans les petites recettes d'enfants. Et comme je disais tantôt, j'ai été chercher de la bibliothèque des recettes de grand-mère, des recettes tradition Québec. Il y a aussi des cuisiniers donc connus qui font des émissions, donc des hommes, pour aller chercher aussi la fibre masculine. Exactement. Comment les écoles ont été choisies? Comment on a choisi les projets, Geneviève? Bien, cette année, ça m'amène à vous parler de la nouveauté. C'est la 4e édition, mais cette année, on lui a donné un focus particulier sur la consommation de fruits et légumes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, il y avait une thématique déjà de départ. Il y avait déjà une thématique. On demandait aux professeurs de se concentrer sur l'augmentation de la consommation des fruits et légumes. Pourquoi? Pour des raisons évidentes. Le guide canadien de l'alimentation. Aussi, exactement. Mais c'est ça. Et on sait qu'en consommer sans modération est à la base d'une saine alimentation. Alors, et on travaille avec les gens du Centre McGill de la convergence de la santé et de l'économie. Ça fait déjà quelques années pour l'approche santé de Métro, en général. Croc Santé est un volet de notre approche santé. Tout ça pour vous dire que le Centre McGill nous a suggéré un focus vers les fruits et légumes et d'autres petits critères qui sont venus raffiner Croc Santé en général pour, en fait, s'assurer le plus possible que les projets ont effectivement un impact dans le changement de comportement. Bon, justement, est-ce que c'est un comportement que l'on voit à long terme qui s'installe avec ces programmes-là? Du moins, c'est ce que nous souhaitons. On le souhaite, oui. Voilà. Donc, on essaye. On a aussi d'autres programmes qui chevauchent, entre autres, donc ce genre de programmes, donc qui viennent aller chercher la consommation des fruits et légumes plus que tout ce qui reste dans le guide alimentaire canadien, parce qu'on s'entend que la viande, certains produits laitiers, c'est plus difficile à mettre dans la boîte à lunch. Donc, oui, effectivement, on est plus basé sur les fruits et les légumes. Donc, on essaye d'aller mettre de côté les choses emballées, collations emballées, puis aller chercher le fruit, le légume. Parce qu'il y a aussi toujours les questions d'allergie alimentaire. Il y en a de plus en plus dans les écoles. Peut-être revenir sur le fait que les fruits et les légumes ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Est-ce que ça vient compliquer la mission de Croc Défi? Croc Santé, non, je ne croirais pas. On en parlait tout à l'heure. Il y a toujours moyen de bien s'alimenter. Et les fruits et légumes, on le sait, c'est une part importante d'une saine alimentation. Mais à la base, il y a toutes sortes de fruits, il y a toutes sortes de légumes. Il y a une offre absolument abondante. On est chanceux au Québec. L'abondance des fruits et légumes est là 365 jours par année. Il faut les acheter en saison quand c'est le temps, quand les prix sont les acheter en saison, les acheter surgelés. Je pense que de ce côté-là, non, ça ne fait pas de différence et ça n'a pas compliqué la vie des professeurs aussi. Amel, tu pourrais nous le dire, mais on s'est assuré que les projets Croc Santé allaient tout de même être présentés de façon sympathique, de façon conviviale. Il faut garder le plaisir de bien manger. Et même si on a raffiné un peu nos critères, comme par exemple 8 semaines minimum, on demandait ça maintenant aux professeurs. On demandait d'ajouter c'était une habitude à ce moment-là.
Exactement, Ok. c'est pour mettre les chances de notre côté. On parle aussi souvent d'obésité chez les jeunes. Hein? Oui. Il y en a de plus en plus parce qu'ils sont de plus en plus sédentaires. Est-ce qu'on voit justement un accroissement de l'obésité ou une diminution peu à peu? Bien, ce que le mois de mars, d'ailleurs, a été prolifique en ce sens-là. Là, il y a des études qui sont sorties, le rapport sénatorial, entre autres, et oui, ça nous montre que l'obésité infantile est en progression, tout comme celle des adultes également. Et justement, Croque Santé, avec l'augmentation de la consommation des fruits et légumes, on pense, on souhaite, on espère instaurer des saines habitudes alimentaires le plus tôt possible dans la vie des enfants. Ça, combiné à de l'activité physique, on sait que les écoles ont souvent des programmes en ce sens-là. Nous, bon, de par la nature de nos affaires, on se concentre sur l'alimentation, mais tout ça fait partie effectivement d'une alimentation saine et qu'on souhaite qui va suivre les enfants toute leur vie. J'ai vu 133 000 accordés ici les 4 dernières 133 000 si on Ici, compte dans la cette région de année, Laval. à Laval seulement, juste cette année, c'est 45 000 donc 45 beaux projets qui verront le jour ou qui ont vu le jour dans les écoles de Laval. Il Oui. faut remercier les bannières Métro Plus Messier-Auteuil, le Métro Plus Perrier et Martel, Métro Plus Concorde du Vernet et le Super C de Sainte-Rose. Il y en a beaucoup, il y en a une douzaine, d'autres, oui. douzaine, mais en tout cas, je mentionne ceux-là puisqu'ils étaient déjà sur le site Internet. Absolument, oui. Puis on fait une 5e édition l'année prochaine, Ah, c'est nous sûr. serons de retour dès septembre. Si je peux me permettre une petite remarque, ce que je trouve très intéressant et très facilitant pour le projet Croque Santé, c'est qu'à aucun moment, il donne comme condition mais vous devez acheter de chez tel magasin. Donc, nous, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de problème avec ça à faire rentrer ce projet dans l'école. Ça se trouve que nous, devant notre école, il y a un magasin, donc métro, donc ça tombe bien pour les livraisons et tout. Mais sinon, c'est pas Mais sinon, ce n'est c'est pas ça. une condition. C'est pas un Donc, ça critère. facilite, oui, effectivement. Merci beaucoup, Geneviève. Toujours un plaisir. Merci Merci à beaucoup, vous. Mme Chiali. Les maladies cardiovasculaires englobent une multitude de maladies liées à un mauvais fonctionnement du cœur ou des vaisseaux sanguins qui l'alimentent. On en parle avec notre pharmacienne Joliane Béguin. Bonjour Joliane. Bonjour. Alors, pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, c'est quoi les causes des maladies cardiovasculaires? Il y a plusieurs causes, plusieurs facteurs de risque qui peuvent y être liés. Mais comme j'ai parlé dans ma dernière capsule, on parlait de l'hypertension. Donc, l'hypertension là, est un facteur à contrôler. Puis, ça vient aussi beaucoup de l'accumulation de gras au niveau des artères qui peut bloquer les artères et causer différents problèmes. Alors, est-ce qu'il faudrait avoir une alimentation avec moins de gras ou c'est pas aussi simple? Il y a plusieurs facteurs de risque à contrôler, dont le cholestérol, la diète, l'alimentation, c'est certain, c'est quoi. Et puis, pour ce qui est de l'AVC? Oui. Donc, l'accident vasculaire cérébral. Oui. On en entend parler beaucoup. C'est sûr que c'est une urgence médicale. Donc, c'est au niveau du cerveau, donc un vaisseau sanguin du cerveau qui va être bloqué ou soit brisé, qui va causer au cerveau de manquer d'oxygène, en fait, pendant un certain temps, une certaine partie du cerveau. Donc, c'est très important d'en connaître les symptômes parce qu'on pourrait le voir chez des gens de nos proches, même des gens assez jeunes quand même. Donc, c'est important d'avoir certains symptômes à savoir reconnaître. Nous-mêmes, comment Oui. on peut savoir si c'est ça qu'on Nous-mêmes, fait ou quelqu'un d'autre Exactement. peut Pour pas, remarquer? ça pourrait être mélangé avec d'autres symptômes, donc des crises d'anxiété, des choses comme ça. Mais il y a quand même des façons de savoir. Donc, par exemple, au niveau de l'expression du visage, on va voir un changement au niveau de l'expression du visage des gens qui vont subir ce genre de problème-là. Donc, on peut leur demander, par exemple, de sourire, de sortir la langue. Donc, on va voir que l'expression du visage ne sera pas pareille des deux côtés. Puis souvent, il va y avoir un côté du visage qui va être engourdi. Mais ça, en pleine AVC, ça doit pas être évident. Non, c'est pas évident, mais quand même, quand la personne ne se sent pas bien, on peut faire ces petits tests-là. Donc, on peut faire le test aussi de demander à la personne de lever les bras. Donc, on va avoir une différence. Le bras du côté du visage qui est engourdi va être beaucoup plus difficile à lever, à garder levé. Donc là, on peut se douter qu'il y a un problème majeur. Il peut y avoir aussi des difficultés au niveau de la parole. Donc, la personne qui va subir un AVC peut avoir beaucoup de difficultés à s'exprimer. Le langage va devenir confus. Le fait de prononcer une phrase très, très simple va être difficile. Donc, si jamais vous avez vous-même, vous sentez ces symptômes-là vous-même, ou si vous le voyez chez les proches,
Donc, c'est important là, de composer le 911. C'est vraiment une urgence, extrême urgence médicale. Il faut consulter immédiatement. Et c'est un des 3 symptômes que tu nous décris, un des 3 signes, pas absolument les 3. Non, pas absolument les 3. Il faut commencer à s'inquiéter s'il y en a un. Exactement, exactement. Donc, par exemple, juste si on a un changement au niveau de l'expression d'usage, qu'on sourit, puis qu'on sent la moitié du visage engourdi, puis que le sourire n'est pas pareil des deux côtés, là, donc on va consulter immédiatement. Là. Ça peut être quoi les conséquences si la personne dit non, ça va être correct, je ne vais pas aller à l'hôpital? En fait, les conséquences sont très, très graves. On parle du cerveau. Donc, quand le cerveau manque d'oxygène pendant un certain temps, donc on peut avoir ça peut causer la mort, ça peut causer aussi des séquelles à vie. Là, donc, Et puis là, tu me parles des signes, comment le reconnaître, mais la personne se sent comment exactement? En fait, la personne, habituellement, les gens vont se sentir mal. Le cœur bat vite? Pas nécessairement. Ça va dépendre des gens. Donc, c'est pour ça que si on a étourdi ou mal de tête, des choses comme ça, donc si la personne déjà se sent mal ou des gens aussi peuvent perdre connaissance. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut le confondre avec une crise d'angoisse, oui, crise d'anxiété et tout ça. Donc, il faut faire des petits tests. Ça. Et l'angine maintenant, c'est quoi l'angine? L'angine, en fait, c'est quand le cœur va manquer d'oxygène pendant une certaine période. Donc, c'est à cause du gras qui s'accumule au niveau des artères, le sang n'arrive pas à se rendre assez rapidement. Donc, ça va causer des douleurs. On peut avoir des douleurs au niveau de la poitrine qui peuvent irradier dans le bras gauche, même dans la mâchoire. Donc, on va faire ce qu'on appelle une crise d'angine. Donc, on peut faire ça, habituellement, ça va être lors de l'exercice ou un stress émotionnel. Donc, ça dure quelques secondes. Ça repart, mais c'est important, si on a ces symptômes-là, de penser à aller voir le médecin assez rapidement, de l'aviser. Les facteurs déclencheurs, ça peut être carrément l'exercice ou une période stressante. Ça peut être l'exercice, exactement, parce que le cœur devient plus en besoin, a besoin de plus d'oxygène tout à coup, mais les vaisseaux sanguins n'arrivent pas à se libérer pour laisser passer plus de sang, donc que l'oxygène arrive au cœur. Et c'est quoi les traitements possibles pour ça? En fait, pour l'angine, on va contrôler les facteurs de risque, puis on parle beaucoup de pompe de nitroglycérine, là, un médicament qu'on va traîner sur soi pour ouvrir. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on est conscient qu'on a ce problème-là, il faut consulter le médecin. Puis... Et en terminant, l'infarctus? Oui, donc l'infarctus, c'est comme un peu plus que l'angine, si on peut dire. Donc, c'est vraiment quand le cœur va manquer d'oxygène, mais sur une plus grande période. Donc, c'est beaucoup plus grave. Donc, c'est beaucoup plus grave parce que, en fait, c'est qu'une partie du cœur va mourir parce qu'on va manquer d'oxygène à cet endroit-là. Donc, on a un petit peu les mêmes symptômes qu'une angine, qu'une crise d'angine, mais donc, on peut avoir d'autres symptômes, anxiété, indigestion, même vomissement, et la douleur va durer plus longtemps. Donc, là, c'est évidemment, c'est urgence médicale. Oui, urgence. Fois 1000. Oui. Donc, c'est important, là, composer le 911, rendez-vous immédiatement. Et bon, écoute, il y avait des problèmes de cholestérol, diabète, alimentation, tout ça que tu voulais parler aussi, c'est directement lié. Oui, c'est direct. En fait, c'est tous des facteurs de risque qui sont importants de contrôler. Il y a certains facteurs de risque qu'on ne peut pas contrôler, comme par exemple l'hérédité. Si on a beaucoup de problèmes cardiaques dans la famille, on peut être plus à risque. Par contre, c'est important de contrôler ce qu'on peut contrôler, justement, donc avoir une alimentation saine. On revient toujours aux mêmes choses. Avoir une alimentation saine, l'exercice, éviter de fumer, éviter l'alcool. Le repos aussi. Le repos, exactement. De contrôler le stress aussi. C'est toutes des choses qu'il faut essayer de mettre dans son mode de vie, vraiment, à tous les jours. Ça revient toujours au même, peu importe la maladie. Oui, faire attention souvent, à soi, à son alimentation. Exactement. C'est sûr qu'on ne peut rien contre l'hérédité, évidemment. Mais merci beaucoup, Joliane. C'est toujours très intéressant. Faites attention à votre santé à la maison. Merci. Diane Boivin arrive au ciel, mais on l'avertit que finalement, elle devait y être que le 12 avril 2054 et qu'elle aura le temps de racheter ses fautes d'ici ce temps-là. C'est la prémisse de la pièce qu'on va présenter le 16 avril prochain à l'Église Saint-Martin en théâtro-description, présentée par la troupe qui a pour nom l'Académie théâtrale L'Envol de Laval. Nous avons non seulement le président et fondateur de cette académie, mais aussi l'auteur et la comédienne principale de cette pièce, Sylvain Noël et Diane Boivin. J'aurais dû dire Diane Boivin d'abord, excusez-moi Diane. Bien content de vous avoir ici. Merci. Moi de même. C'est un souper-spectacle, c'est une nouvelle formule. Peut-être d'abord juste réexpliquer aux gens qui n'auraient pas vu. Moi,
fait quand même quelques entrevues que l'on fait ensemble. C'est quoi la théâtrodescription et quelle est l'histoire, un peu l'historique rapidement de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval? La théâtrodescription, c'est l'équivalent de la vidéodescription que l'on retrouve à la télé, qui permet aux personnes ayant des limitations visuelles de se faire une image mentale de ce qui se passe sur scène. Donc, de comprendre les déplacements, les silences et les intentions qui sont derrière tous les dialogues des comédiens. Nous avons développé ce concept-là il y a maintenant 3 ans. On en a notre 4e production en théâtrodescription, si on calcule celle de Thalia l'an passé. Et l'Académie théâtrale L'Envol de Laval, elle, a maintenant 9 ans. Et à la base, l'Académie, elle a été fondée comme organisme de loisirs théâtral qui permet à des résidents de Laval de s'offrir leur petit moment de gloire une fin de semaine par année. Donc, d'avoir eu aussi accès à la culture. Diane, vous êtes arrivée comment là-dedans? Vous étiez comédienne, je pense, dans la pièce précédente, L'Envers de la médaille, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Puis j'ai fait une annonce à un moment donné, comme quoi je me cherchais quelqu'un qui pourrait m'aider à présenter mon spectacle. Et Sylvain m'a offert cette grande chance-là. Puis l'idée de base de Diane Boivin, qui est vous, en fait, c'est vous jouez vous-même, qui arrive au ciel, mais qui devra éventuellement y retourner que le 12 avril 2054. C'est sorti d'où, cette idée-là? Bien, peut-être que c'est Saint-Pierre qui me l'a soufflé. C'est peut-être lui l'inspiration, finalement. C'est ce qu'on souhaite de non bien sûr. Que... Mais ça donne la base d'une pièce intéressante parce que, bon, j'imagine que c'est de la comédie, d'abord et avant tout. Oui, c'est une comédie. Et puis, qui relate des faits vécus ou non vécus de ma propre vie. Ça, seul mon coiffeur le sait. Oui, c'est ça. Puis, c'est en méditant sur mes vieux péchés, Saint-Pierre me retourne chez moi pour que je puisse méditer sur mes vieux péchés que quand Saint-Pierre nous donne un ordre, il faut lui obéir. Puis là, donc, ça donne... Comédie musicale, soit dit en passant. Oui, c'est ça, exactement. Il y a une partie musicale. Justement, est-ce que ça change quelque chose de savoir que le public à qui on va s'adresser est un public un peu différent? Est-ce que ça vient orienter la pièce différemment, Diane? Non, je vous l'avoue bien sincèrement. J'ai écrit la pièce, puis je suis bien contente que les gens viennent voir. L'Attel, c'est depuis 2007 que ça existe? 2007. 2013, première pièce. 2013, 2014, première pièce en théâtrodescription. L'Académie ne se destinait pas à répondre à cette clientèle-là, si je ne me trompe pas au départ. Non? Exactement. Vous avez. C'était un accident de parcours. C'est la cécité de ma sœur. Quand ma sœur, elle est devenue, ma sœur Sylvie Noël, elle est devenue aveugle au mois d'avril 2012. C'est en tant qu'accompagnateur qu'on s'est aperçu, mon frère et moi, qu'il n'existait rien au niveau culturel pour les gens ayant des limitations visuelles. Alors, étant à la tête d'une troupe de théâtre depuis déjà nombre d'années, nous avons décidé de développer ce concept-là. Et la Ville de Laval a emboîté le pas de manière magistrale en nous finançant via la conférence régionale des élus les équipements qui permettent justement aux personnes non-voyantes d'entendre la voix du narrateur via leur simple téléphone intelligent. Donc, parce que si moi j'accompagne quelqu'un qui a une difficulté soit visuelle ou auditive, pour moi ça va être une pièce de théâtre. Normal. Normal. Absolument normal. Personne, les gens disent normaux et nos pièces de théâtre, c'est pour un public normal. Sans faire de jeu de mots, n'y verront que du feu. Justement, c'est une pièce à combien de personnages, Diane? Bien, il y a 2 personnages. Puis un pianiste aussi qui nous accompagne. Puis l'autre comédienne, elle représente différents personnages que j'ai rencontrés, on ne sait pas, durant ma vie. Alors, je rencontre une Russe, une Américaine. Je rencontre même François Truffaut. Ah oui? OK, ça c'est peut-être dans les fantasmes d'auteur. Ah, oui, dans une fantaisie. Vous me sembliez assez réservé. Est-ce que sur scène, vous êtes aussi réservé ou vraiment, là, vous vous éclatez, Diane? Non, sur scène, je m'éclate vraiment. Là, je suis réservée, mais sur scène, je me laisse aller. Puis, vous avez déjà joué cette pièce-là, j'imagine, devant au moins un groupe restreint de personnes pour voir un peu quelle était la réaction. Comment le public réagit?
Ah, bien, pour l'instant, ça réagit très bien. Les gens aiment beaucoup, puis ça arrive. Fait que je dois être Donc, moins ça, réservée. ça, c'est un bon signe. On a parlé de technologie et justement, Sennheiser, avec sa Mobile Connect, Oui. vous avez permis d'être la première compagnie théâtrale nord-américaine à avoir cette technologie-là. Est-ce que vous avez permis à d'autres compagnies qui s'adressent à ce même genre de public d'avoir son envol, si vous me permettez, le lien? Absolument. L'an passé, on a eu la troupe Thalia, là, où j'ai connu Diane. Là, cette année, on a une collaboration avec la firme Altergo qui va utiliser notre système pour décrire la finale du hockey luge le 1er mai prochain. Donc, ça va être accessible via notre système à toute personne qui va vouloir l'utiliser. Et pour terminer, il y a le Festival de théâtre amateur de Victoriaville qui va nous recevoir nos 2 productions Folle Alliée et Meilleur avant le 12 avril 2054 au mois de juillet prochain. Bon, c'est le temps justement de faire cette annonce par rapport à cette pièce. Donc, Meilleur avant le 12 avril 2054, texte et interprétation Diane Boivin, artiste invité Michel Pagé, pianiste et arrangements musicaux sur scène, on l'a dit, André Boucher, mise en scène Yvon Cholette, et c'est un souper-spectacle, donc à 17h30 si vous achetez la formule. On soupe, puis ensuite on regarde le spectacle à compter de 20h. Les billets en formule souper-spectacle, c'est à 25 et sinon, en admission générale, c'est à 18 $. C'est le samedi 16 avril à l'église Saint-Martin, 4080 boulevard Saint-Martin à Laval, théâtrelenvol.ca pour le site Internet ou sinon 450-667-2040. 937. Ah, 937-1300? Oui. Directement? Oui. OK, parce qu'il y avait aussi ce numéro-là, mais sinon, c'est mieux d'y aller, donc directement à l'Académie. Exactement. 450-937-1300. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Du succès, hein, je pense. Merci. Merci beaucoup. Vous le méritez. Merci beaucoup. Merci Diane. Merci. Au revoir. Merci. Mes salutations à tous. Mon nom est Jean-Jacques Lapierre et je tiens à vous remercier d'être à l'écoute. Aujourd'hui, j'ai un invité assez spécial pour qui la culture est excessivement importante. Guy Cyr, mes salutations. Ça fait plaisir de t'accueillir. Moi aussi, je suis content d'être ici. Et la culture, pour toi, c'est quelque chose d'important, mais il y a une personne pour qui on loue, qu'on vénère pour son implication sur le plan culturel. Bien, au départ, disons que je suis content d'être ici, mais en même temps, d'annoncer qu'on va faire la Fondation Culture et Arts Visuels une pierre deux coups. Alors, parlons pour commencer de Claude Ulysse Lefebvre. Ah, Claude Ulysse Lefebvre, qui a été un ancien maire de la ville de Laval. Oui, de 81 à 89. C'est exact, oui. Et M. Lefebvre s'est démarqué au niveau de la promotion de la culture. Oui. Et sur plusieurs angles. Bien, ce qui nous touche le plus, nous, la Fondation Culture et Arts Visuels de Laval, c'est le côté art visuel. Et le maire Lefebvre, n'oublions pas, c'est lui qui a amené la Maison des Arts. La Maison des Arts, oui. Et qui a aussi aidé à la création de la Fondation Soutien aux Arts. Le soutien aux arts. Et il y avait un petit côté particulier qui aimait beaucoup les jeunes, la relève. Alors, tout ça mis ensemble, et avec notre expérience particulière, la Fondation Culture et Arts Visuels, on a fait dans le passé, soit dit en passant, petit aparté, on a fait dans le passé des grandes expositions, type Pellan-Fortin-Gagnon, Susan Côté-Colin, Les enfants et Marc-Aurèle-Fortin, etc. Je crois que les expositions qui ont eu lieu à la Maison des Arts ont été particulièrement intéressantes et ce sont peut-être ceux qui ont attiré le plus de monde. Oui. Ceux qui sont organisés par votre association. Celle qui se démarque de toutes les autres, c'est Pellan-Fortin-Gagnon. Oui. Et le maire Lefebvre nous a tellement aidés à créer, à présenter, dis-je, cette exposition-là. Alors, on s'est dit, la relève. Pour nous, la relève, certains jouent avec les âges, nous, c'est 16 ans, 30 ans. On m'a fait la remarque, pourquoi 16 ans? 16 ans, il y a des jeunes étudiants qui songent à aller en art visuel. Oui. Et là, nous, on fait un concours pour les inciter, à les encourager. Et le concours, grosso modo, là, on a 4 prix. Le premier prix, c'est 1 000 et 3 prix de 150. Ah, autant que ça, 1 000 Oui. pour le premier prix. Oui. C'est intéressant. Oui, et c'est mis de côté, d'ailleurs. Et tout ça pour vous dire aussi qu'il y aura 24 toiles de ces jeunes-là qui vont se promener parmi 6 restaurants de marque de Laval. D'accord.
Alors, et puis, par certaines périodes, oui, sur 2 mois, d'accord. on fait un échange continu. D'accord. Alors, en gros, c'est un peu ça. La relève, c'est important et je me permets cette petite remarque-là. Il y a trop de gens qui oublient qu'ils ont été aidés quand ils ont été jeunes. C'est ça. Et ces gens-là méritent d'être aidés à leur tour. Exact. Alors, la Fondation, on s'est donné ça un peu comme mission. Ce n'est pas notre seule mission, mais ça va faire partie de plus en plus. Et souvent, ces jeunes n'ont pas l'opportunité de se faire valoir. Ils ont des gros talents, on en connaît. Et surtout d'être encouragés. Encouragés, oui. Oui, et c'est tout là on perd des talents comme ça, d'ailleurs. Hein? Oui, ah oui. Alors, et voilà, pas la mission, mais une des missions de la Fondation. Ah, et la mission. Et vous allez faire une activité spéciale pour ça? Oh, on fait le coup d'envoi, c'est un cocktail où on invite les gens. On va, une fois de plus, expliquer notre démarche. Et j'ai oublié de mentionner, nous, on produit, une fois par année, évidemment, le calendrier des peintres de Laval. Le calendrier des peintres de Laval, depuis 25 ans. 26. Et 4 de ces lauréats, on va voir leur toile reproduite dans le calendrier. Dans le calendrier des peintres de Laval. Ah bon, c'est bien. Et maintenant, M. Lefebvre, ça répond aux vœux de M. Lefebvre. M. Lefebvre, ce qu'il désirait, m'a donné beaucoup faire valoir. Évidemment, M. Lefebvre est décédé, mais avant qu'il décède... Oui, il est décédé. On a eu la chance de le rencontrer, je pense. Oui. Et M. Lefebvre a non seulement consenti, mais avec beaucoup d'enthousiasme à ce que son nom soit porté comme le prix Claude-Ulysse Lefebvre pour la relève. Pour la relève. Et ça l'a touché. Oui. Bien, M. Lefebvre, d'ailleurs, on a mentionné qu'il avait favorisé la Maison des Arts, mais aussi l'Orchestre symphonique de Laval, beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités, ça a été vraiment intéressant, c'est tout ce qu'il a fait. Alors voilà un peu notre mission pour les temps qui courent. Et quand ça va avoir lieu, quand, monsieur, ici? Ah, le cocktail du coup d'envoi, c'est le 8 avril au restaurant, au très bon restaurant d'ailleurs, le restaurant Les Menus Plaisirs à Sainte-Rose. Oui. Le lieu où le curé, la belle est née. Oui, en fait, presque à côté. Presque à côté, oui. Alors, c'est M. Descarrés, alors, nous reçoit à cet endroit-là. Oui. En passant, les 6 restaurants qui vont recevoir l'étoile, il y a chez Calvi, il y a Bagel Sainte-Rose, il y a Amato, la Vieille Banque, évidemment, les Menus Plaisirs et le restaurant Bar Sainte-Rose. Alors, les étoiles vont se promener comme ça. Ils vont faire 2 semaines dans chaque restaurant. Alors, c'est une invitation aux gens de venir assister à ce cocktail bénéfice. Mais c'est un cocktail bénéfice à 25 $. Il faut s'entendre. Oui, c'est pas un gros bénéfice. On n'invite pas tout le monde gratuitement. C'est ça. Alors, M. Cyr, je tiens à vous remercier d'avoir été présent. Je pense que les gens vont comprendre que la culture, pour nous autres, c'est important et que vous allez être présente pour plusieurs activités durant l'année. J'ai oublié de vous montrer l'affiche. L'affiche. Qui va inciter les jeunes à participer au concours de la relève. D'accord. Hey, merci beaucoup. Merci, au plaisir. Les fans de DC Comics l'ont entendu pendant longtemps. C'est maintenant partout en salle. Batman versus Superman, l'aube de la justice. Et si je ris, c'est que je l'ai vu la semaine dernière à Vancouver. Et je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que Nicolas Vincent Poirier en a pensé. Salut! Nicolas! Hey, moi, je suis vraiment curieux de savoir ce que toi, t'en as pensé. Écoute, moi, je sais pas si je suis une référence, mais pour moi, ça a été littéralement une torture. Pendant 2h30, c'est pas juste un film qui était mauvais. Tu sais, un film mauvais, ça se regarde, puis tu te dis, bon, j'ai pas aimé ça, tu le conseilles pas à tes amis. Mais ça, c'était une torture. J'étais avec un gros groupe d'amis, mais si j'avais été seule, j'aurais quitté la salle. C'est sûr, c'était trop mauvais. Peut-être à part les 20 dernières minutes, si je veux être gentille, les 20 dernières minutes étaient quand même divertissantes. Oui, c'était tu sais, ça passait particulier. bien. Oui, en tout cas, c'est ça qui a sauvé le film. Mais pour c'est quoi, 2h30? C'est 151 minutes. Écoute, pour 130 minutes, c'était l'horreur. Moi, j'ai trouvé que c'était incroyablement ordinaire. OK, toi aussi. Tu sais, c'était comme une grosse parade. C'est comme tu te lèves le matin, puis il y a comme une grosse parade devant chez vous, puis il y a des acrobates, puis toute l'équipe pour te montrer. Regardez, on a une tranche de pain blanc pour toi. Non, c'est
C'est totalement ordinaire comme film. Est-ce que tu ressentais une frustration à l'intérieur de toi? Je m'y attendais. OK. Je m'y attendais parce que DC, ça fait des années qu'ils essaient de répéter ce que Marvel ont fait avec leur univers cinématographique. Et DC ont commencé avant Marvel parce que à la fin des années 90, Tim Burton était en négociation pour réaliser un Superman avec Nicolas Cage dans le rôle de Superman. Et dans ce film-là, il y avait une possibilité pour que Batman apparaisse et que là, tout à coup, il y ait un univers cinématographique de DC qui commence. Et finalement, bon, le film n'a pas marché, le film n'a même pas commencé à être tourné, le projet a été cancellé. Et après ça, en 2011, le film Green Lantern, qui a été un flop incroyable, il y a eu à peu près 90 millions de dollars de pertes avec ce film-là, DC avait l'intention de commencer un autre univers cinématographique avec ce film-là, mais bon, avec les pertes qu'ils ont eues, ils ont se sont abandonné dit, le projet. ah, ben peut-être Superman, peut-être. Donc, ils ont fait le film Man of Steel en 2013. Le film a été, bon, il a été plus ou moins bien reçu. Il a fait de l'argent, mais tu sais, bon, c'était... Ordinaire. C'était assez ordinaire. Et là, avec ce film-là, écoute, c'est 151 minutes, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en 151 minutes. Il n'y a pas vraiment de longueur. C'est que tout ce qu'on voit, c'est amené de manière ordinaire. On regarde la bande-annonce, puis, tu sais, ça dit à peu près tout. Il n'y a pas de gros punch, il n'y a pas des choses incroyables qui se passent. Je trouvais que c'était décousu, peut-être parce que j'ai pas vu Man of Steel, ça l'aide pas, là, je dois avouer. Mais il y a beaucoup de points d'interrogation durant le film. Je me disais, les enfants vont rien comprendre. Je trouvais vraiment qu'il manquait des bouts dans le scénario. Oui, bien, il manque des bouts. Peut-être qu'on va avoir des réponses avec la version, la Director's Cut de 30 minutes de plus qui va sortir le 16 juillet. Ça fait que réserve ta copie maintenant. Mais oui, 30 le 16 minutes juillet. de plus de cette chose-là. Oui. Oui. Si, admettons, t'en veux à quelqu'un, tu y achètes le DVD. Oui, puis tu lui fais écouter en slow motion, évidemment. Mais il y a une raison, je pense, pourquoi ce film-là a été si mal fait, si je peux dire ça, au niveau de l'histoire. C'est que DC est tellement désespéré avec son univers cinématographique, et là, il y a comme pas loin d'une dizaine de films en préparation pour les quelques années de leur univers cinématographique, que là, c'est vraiment là que ça se passe. Là. Il faut que leur Avengers à eux autres se fassent maintenant, et tous les éléments de ce film-là peuvent être tassés, je pense, au niveau de leur univers. Donc, les gens n'aiment pas Superman. OK, c'est cool, on peut le tasser, on peut faire ça. C'est Batman, donc on peut le tasser. Lex Luthor, ben oui, c'est pas grave aussi. Donc, je pense que tout peut être tassé à ce niveau-là. Puis c'est pour ça qu'on a un amalgame de toutes sortes de choses qui marchent pas vraiment. Ils veulent se donner une chance, et à partir de la réaction des gens, ils vont aller dans la direction des fans, je pense. OK, donc là, ils tentent le terrain. Mais je sais qu'il y a 5 films de signés déjà avec Ben Affleck, non? Est-ce que je me trompe? Oui, Ben Affleck, d'ailleurs, il va réaliser le prochain Batman. Ben Affleck va écrire, réaliser et jouer dans le prochain Batman. Mais ça risque d'être mieux, je pense. Oui, parce que Batman, il était bon. Ben Affleck a fait un très bon Batman. Tout à fait. Non, moi, j'ai rien à dire contre la performance de Ben Affleck. J'ai trouvé... il est très crédible en tant que Batman. Là. Mais moi, je me disais, vu qu'il a déjà écrit le scénario de Good Will Hunting, qui a gagné un Oscar, je me dis qu'il y a sûrement plus de chances de faire un bon Batman s'il écrit le scénario. Oui, bien, c'est sûr. Écoute, Ben Affleck, c'est un très bon scénariste, un très bon réalisateur. Moi, je suis sûr qu'il va faire une meilleure job que Zack Snyder, qui a réalisé ce film-là, qui a aussi réalisé Man of Steel, mais Zack Snyder, c'est pas... on dirait qu'il n'est pas assez mature pour prendre ce type de projet-là. Moi, je regardais ce film-là, puis à chaque fois qu'il y avait Batman, je l'aime, ce Batman-là. J'adore le Batman de Ben Affleck, mais, OK, j'aimais tellement mieux Christopher Nolan, sa vision des choses par rapport à l'histoire. Je pense que je vais mieux aimer le Batman de Ben Affleck que celui de Christian Bale, mais j'aurais aimé mieux que ce soit Christopher Nolan qui réalise un film avec ce Batman-là plutôt que Zack Snyder, parce que c'est grandiose visuellement, mais à un moment donné, après une demi-heure, tu comprends, puis OK, y a-tu quelque chose d'autre qui va arriver? Tu sais, non, c'est un peu comme la bande-annonce. Ah, même Lex Luthor est un peu... il ressemble au Joker. Much, hein? Bien, la manière, au niveau de sa gestuelle, il ressemble trop au Joker. Oui, c'est vrai. J'avais l'impression qu'il voulait donner la performance de sa vie à la Heath Ledger, mais je suis pas certaine que ça marchait. En tout cas, pas pour moi, mais
Pour donner une chance, je dois dire qu'on était environ 20 qui sont allés voir le film à Vancouver. Puis il y en a à peu près 10 qui ont adoré et 10 qui ont détesté. Je crois qu'avec ce film-là, t'aimes ou tu détestes. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de « ouais, bof non. Non, c'est vraiment un ou l'autre, là. C'est un ou l'autre. Bien, merci, Nicolas. Écoutez, si vous voulez aller voir quand même, il y a eu un gros succès au box-office. 424 millions en 48 heures. Il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir qui rentre dans leur argent. Je pense que ça prend 800 millions. Il y a des rumeurs comme quoi le film aurait coûté jusqu'à 400 millions avec les reshoots puis toute l'équipe, mais officiellement, on parle de 250 millions, donc à 500 millions, ils vont arriver juste. Ils vont y arriver. Au moment où on se parle, c'est ceux qui sont déjà arrivés dans leur argent. Le film, moi, je pense que le film va faire 1,5 milliard, quelque chose comme ça, mais pas plus. Bon, on n'est pas inquiète pour toute cette gang-là. Merci beaucoup, Nicolas.